Ok, très bien. Du coup, on va commencer si vous êtes d'accord. Alors peut-être en quelques mots, vous dire deux mots sur Étaline, le laboratoire d'innovation publique, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc on est un laboratoire d'innovation publique qui est hébergé à la préfecture de région des Pays de la Loire. Et on est une équipe de 7 personnes aujourd'hui, composée de 3 designers, d'une chef de projet innovation et facilitation et d'un apprenti designer également. Et on est au service des services de l'État pour les accompagner dans leurs projets de transformation publique au sens large, que ce soit sur des projets de politique publique ou des projets de process interne ou d'amélioration de process au sein des services. On a plusieurs modes d'intervention auprès des services de l'État. On a un grand volet intrapreneuriat avec un incubateur de projets qui permet à des agents des services de l'État de venir être incubés au sein du laboratoire et être accompagnés par les équipes du lab et des équipes de coachs professionnels pour passer d'une idée qui répond à un besoin qu'ils ont identifié dans le cadre de leur métier. Et on les accompagne pendant 7 mois pour trouver une solution à leur problématique et la tester, la prototyper pour qu'on puisse, in fine, puisque l'objectif c'est toujours l'amélioration de la qualité de service public qu'on vise. Donc voilà, on a ce gros volet incubateur, un gros volet participation citoyenne, mais du coup, on y reviendra longuement à l'occasion de ce webinaire. On a aussi beaucoup d'autres types d'accompagnement, dont de la facilitation avec l'arrivée de notre nouvelle collègue Karine assez récente. Pour tout ce qui est accompagnement de sessions de travail, d'idéation, d'animation d'intelligence collective, pour permettre aussi d'outiller les services de l'État sur des nouvelles méthodes et des nouvelles démarches un peu innovantes pour changer un petit peu les manières de travailler. Et puis, on a un dernier volet sur l'acculturation, où on acculture les services, nos collègues des services de l'État à l'innovation publique, aux démarches innovantes, au mode projet, pour essayer là aussi de les outiller au mieux et de les autonomiser dans la manière de gérer leurs projets au quotidien, en leur permettant de faire des pas de côté, d'expérimenter, de tester, assez rapidement dans les grandes lignes pour le lab. On aura des temps de questions et d'échanges, donc voilà, ça sera l'occasion aussi, si vous avez des questions, de pouvoir en poser, mais on va peut-être attaquer du coup aussi le vif du sujet avec ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est donc ce centre d'appui de la participation citoyenne, qui est un dispositif qui a été lancé en 2020 par la DITP. Il y a eu un appel à projet auquel le Lab Étaline a répondu pour créer ce centre d'appui, qui est un dispositif et non pas un lieu, comme pourrait le laisser croire l'intitulé. L'objectif, c'est bien de rapprocher les citoyens les plus éloignés des institutions, de créer du dialogue. Là, on a mis des petites définitions de ce que c'est que les grandes définitions de la participation citoyenne. On a vraiment 2 objectifs sur ce centre d'appui. C'est d'accompagner des projets en intégrant les citoyens au cœur de la conception, de la mise en œuvre des politiques publiques. C'est bien l'idée de comment aujourd'hui on réussit à prendre en compte la parole des citoyens pour créer, modifier, inventer des politiques publiques. On a aussi l'objectif d'acculturer et de former. Ça, c'est assez important. C'est vraiment un axe fort du dispositif, c'est pas seulement de l'accompagnement de projet, mais l'idée, c'est aussi de vous outiller ou d'outiller les agents et les porteurs de projets pour qu'ils puissent être autonomes, ou en tout cas de plus en plus tendre vers l'autonomie sur l'utilisation d'outils de concertation, de participation citoyenne. Et puis, on a toujours en ligne de mire la diffusion des bonnes pratiques. L'idée, c'est que ce qu'on fait puisse être aussi après réplicable, duplicable, inspirant pour d'autres. Voilà. On va assez vite, mais... On pourra revenir, donc on aura un temps de questions à la fin. Donc on pourra revenir si jamais vous avez des points à éclaircir.
Donc, le centre d'appui, on va rentrer davantage en détail sur qu'est-ce que c'est le centre d'appui à la participation citoyenne. Donc, c'est voilà, deux démarches complémentaires et parallèles. Donc, c'est d'abord un accompagnement de projet. On l'a brièvement énoncé, mais concrètement, l'équipe Étaline, donc les collègues qui sont autour de moi, et ceux qui sont pas derrière leurs écrans, accompagne voilà, on accompagne, on guide et on soutient les porteurs de projets dans la mise en œuvre d'une démarche participative. Donc, c'est-à-dire que concrètement, on va sur le terrain avec eux, avec les porteurs de projets pour rencontrer les citoyens, mettre en place des enquêtes, etc., afin de collecter la donnée et impliquer les citoyens dans le projet en question. Donc, pour cet accompagnement, on mobilise aussi des professionnels donc spécialisés sur le sujet de la participation à des étapes clés. Ensuite, cet accompagnement, il se base sur la méthodologie du design de service. C'est-à-dire que voilà, on développe les 4 phases du design de service qui sont l'immersion, la co-création, le test et le prototypage, puis la mise en œuvre. Cependant, on est amené à adapter cette démarche au sujet en question. Et enfin, le projet, il est aussi jalonné par des temps plus formels, que sont les comités de pilotage où les partenaires et les experts locaux ou extérieurs peuvent être conviés pour discuter de l'avancement du projet, orienter ou opérer des choix. Donc, en parallèle de l'accompagnement de projet, il y a un apport théorique qui prend la forme d'une formation-action. Donc, concrètement, c'est 3 jours de formation-action. Une première voilà, qui est plutôt qui donne les bases théoriques, et ensuite les suivantes, c'est des formations qui sont réellement adaptées aux besoins et aux enjeux du projet qui apparaîtront au fil de la mise en œuvre de la démarche. Et donc cette formation, elle est animée par je peux le dire, c'est Scopic, donc c'est une agence de participation et de communication. Et donc, ils interviendront ici, certainement ici. On envisagera peut-être de délocaliser une des journées ailleurs, ailleurs sur le territoire des Pays de la Loire, selon les candidatures. Et ces formations sont réparties sur 8 mois, pardon, 3 journées sur 8 mois, avec l'objectif, c'est pas de vous faire pas de faire des porteurs de projets, des professionnels de la participation, mais en tout cas vous transmettre les fondamentaux pour que vous soyez autonome dans la mise en œuvre d'une démarche participative. Donc là, vous pouvez voir le calendrier qui est envisagé. Donc je vais revenir un petit peu sur les dates. La campagne de l'appel à projet a été ouverte début octobre. Elle se termine le 31 octobre. On aura un temps de sélection mi-novembre. Alors, je reviendrai après les témoignages de Floen et Gaïdi, donc en fin de webinaire sur la procédure de sélection. Et ensuite, la démarche, voilà, les journées interviendront, les 3 journées de formation en décembre, avril et juillet. Et en parallèle, il n'y a pas de date évidemment posée parce que les dates seront sélectionnées avec les porteurs de projet. Mais on peut voir en bas du diaporama les grandes étapes qui seront à aménager en fonction des thématiques et des enjeux. Mais on voit les grandes étapes de l'accompagnement de projet. Donc, j'invite Floen et Gaïdi à témoigner. Alors. Floen a disparu. Yeah, c'est bon. Voilà, Floen. Voilà Floen. Peut-être on vous propose de vous présenter rapidement toutes les deux. Bon, on a déjà fait un petit tour de table, mais peut-être voilà en 2 mots. Et puis après, voilà, successivement de présenter le projet qui on a accompagné avec vous. Oui, ça marche. Désolée, j'étais partie chercher l'enquête habitante en fait que j'avais laissée dans mon bureau. Oui, moi je suis Floen, en poste depuis 2 ans sur mes missions, et puis voilà, j'ai accompagné de A à Z en l'occurrence cette
cette démarche, alors Rémi m'avait aussi envoyé des petites questions, des petits points à répondre éventuellement. Donc j'ai un peu structuré ma présentation, rapide comme ça, mais en tout cas, mes missions principales pour vous présenter un petit peu mon poste, je suis à la fois effectivement en lien avec la politique de la ville. Donc sur Saint-Nazaire, il y a un contrat de ville car il y a à peu près 9 000, 10 000 habitants en quartier politique de la ville. Et je travaille également particulièrement en lien avec l'ensemble des associations de quartier sur ces quartiers prioritaires de la ville. Et puis je suis en lien avec les maisons de quartier. Voilà, donc ça peut vous redonner le cadre. Et puis j'ai travaillé donc en binôme avec la préfecture sur cet accompagnement. Gaëdig à la fin, mais au début, c'était avec sa prédécesseur en l'occurrence. Et voilà, ça a été une démarche en binôme. Peut-être du coup, pour vous redonner le contexte de cet accompagnement dans le cadre... Oui. Peut-être avant que tu te lances, tu as introduit le passage de témoin. Est-ce que Gaëdig, tu souhaites te présenter? Oui, donc moi je suis donc déléguée du préfet, donc je représente effectivement l'État dans les quartiers politiques de la ville et du coup, tout comme Fleuen, mon rôle c'est d'être facilitatrice et de mobiliser, de rendre concrète l'action de l'État dans les quartiers de la politique de la ville en lien avec l'ensemble des interlocuteurs présents sur le territoire, que ce soit les services de l'État, les acteurs locaux, les professionnels, associations et les habitants dont on parle aujourd'hui. Merci Gaëdig. Fleuen, je te transmets à nouveau la parole avec l'idée de présenter le projet qui a été coporté. Ouais, ok. Peut-être du coup pour revenir sur le début, sur les prémices, vous précisez que en fait tout est parti de donc ce contrat de ville qui est un document cadre obligatoire lorsqu'on a des quartiers prioritaires de la ville sur son territoire. Contrat de ville qui devait être renouvelé. Donc on a un nouveau contrat de ville maintenant pour 2024-2030, mais donc quand on a candidaté début 2023, candidature qui a été déposée par la précédente déléguée du préfet, on était dans un contexte où en fait on avait un document cadre institutionnel à renouveler, un document qui liste un certain nombre de priorités, d'enjeux, d'objectifs pour nos quartiers politiques de la ville. Et avant même cette candidature et cet accompagnement d'Étaline, au niveau de notre territoire, on avait vraiment la volonté de se dire on va co-construire et élaborer ce nouveau contrat de ville, à minima en partie avec les habitants. Il s'est trouvé qu'après coup, c'était une obligation nationale d'inclure les habitants dans l'élaboration de l'ensemble des contrats de vie au niveau national, mais dans tous les cas, c'était une intention qu'on avait. Et donc, candidature déposée par la déléguée du préfet. On a été retenu, pour le coup, j'ai un peu moins suivi cette partie appel à candidature, recrutement, etc. Mais en tout cas, il s'est trouvé que donc en février 2023, il me semble, on a pu commencer à février-mars 2023, on a pu commencer à bénéficier de l'accompagnement d'Étaline, alors notamment Elsa et Simon en particulier pour l'équipe d'Étaline. L'objectif de cet accompagnement, de cette démarche, c'était de réfléchir à une méthodologie et à des outils d'aller vers pour recueillir les besoins, les envies, les souhaits des habitants des quartiers politiques de la ville et que, in fine, ça soit une matière qu'on réussisse à réutiliser et à valoriser pour que elle nourrisse ce nouveau contrat de ville, ce nouveau document cadre et qu'on puisse aussi mettre en valeur la parole habitante. Et ça s'est fait dans un cadre temporel très resserré. C'est-à-dire que ça s'est fait de février à juin, ce qui était donc un fonctionnement d'accompagnement beaucoup plus rythmé que l'autre territoire qui était aussi accompagné lors de cette session qui, elle, pour le coup, était plus sur un temps long. Nous, il s'est trouvé, pour un tas de raisons administratives, en fait, qu'il fallait qu'on produise dans tous les cas cette enquête habitante et cette méthodologie avant l'été. Et on a été très bien accompagnés à ce niveau-là, et par Étaline, et par, en l'occurrence,
on a été aussi accompagné par le biais d'Étaline, par 2 agences qui s'appellent Histoire de ville et Pratico-pratique, qui sont aussi designers, il me semble, et qui ont pu nous accompagner, nous aiguiller, nous outiller aussi sur des outils, sur une méthode pour aller vers les habitants. Voilà. Et ça a donné quelque chose. Ça a marché en fait. C'est-à-dire qu'on a réussi à aller au bout de la démarche et je trouve ça important de le dire. Et ça a donné quelque chose qu'on a réussi à valoriser et à utiliser dans ce nouveau document cadre. Je le dis parce que c'était quand même un de nos objectifs et que parfois on peut expérimenter puis ça apprend pas. Là, ça a appris. Voilà. Rémi, merci Floën. Je me permets de transmettre la parole à Gaïdig. Quel a été, Gaïdig, ton retour au vu de l'accompagnement de projet? Comment tu l'as perçu? Qu'est-ce que ça a permis? Alors, moi, j'ai participé qu'à la dernière réunion de formation action, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir une meilleure connaissance des besoins et des attentes des habitants sur le territoire, avec ce document, du coup, effectivement, d'enquête participative qui avait déjà été élaboré quand j'ai pris mon poste et qui a permis donc effectivement, comme le disait Floën, d'alimenter le nouveau contrat de ville et donc de valoriser effectivement la parole habitante lors des différentes présentations qu'on a pu avoir dans le contrat de ville. Sur le volet plus professionnel, je dirais, moi, ça m'a permis d'avoir une méthodologie aussi, de construire des diagnostics partagés et puis de pouvoir proposer des solutions communes et de capitaliser sur les différents temps d'échange qu'on a pu avoir. Et effectivement, cette formation d'action qui portait en l'occurrence sur l'animation interprofessionnelle, le droit de suite et les modalités d'aller vers, et de les réutiliser notamment dans le cadre de groupes thématiques qu'on a mis en place parallèlement au contrat de ville. Et sinon, donc, on a élaboré donc cette enquête habitante et donc un document droit de suite. Je ne sais pas si vous le projetez ou pas, mais en collaboration donc avec Étaline et puis Floën était également présente, qui nous a permis de retourner vers les habitants après cette enquête habitante pour leur expliquer ce qu'on avait retenu ou pas dans le cadre du contrat de ville. Oui, plutôt retour très positif de ce que a pu nous apporter ce centre d'appui à la participation citoyenne dans le cadre de notre démarche. Et peut-être qu'on peut... J'ai pensé peut-être préciser que en fait, l'intérêt aussi de cette démarche, c'est qu'en tout cas, la méthodologie et les outils ont été pensés pour qu'ils soient duplicables, réplicables, en tout cas adaptables, et pour qu'on puisse alors déjà en parler en interne ou aux partenaires, et puis qu'aussi on puisse peut-être reprendre cette méthode, l'adapter pour refaire ce format d'enquête habitante l'année prochaine, par exemple, et que ça vienne en complément de nos analyses de statistiques. Mais en tout cas, c'est des outils qui ont été pensés pour être réutilisés et appropriables assez facilement, même si on n'a pas été dans l'enquête. Et ça, c'est vraiment une des plus-values de l'accompagnement du centre d'appui à la participation citoyenne. Ces outils, et dans le fond et dans la forme, j'aurais pas pu les produire. Et puis, présence sur le terrain aussi, être dans le faire et dans le pratique, parce qu'une enquête habitante, c'est du temps de présence, de collecte, d'entretien, etc. Et du coup, notre équipe politique de l'asile a doublé pendant le mois de juin. Et en fait, ça compte en fait pour réaliser n'importe quel projet, le temps humain. Ça a permis aussi d'acculturer justement les différents partenaires, que ce soit associatifs et les habitants aussi, à ces démarches et à ces outils lors des différents entretiens et échanges qu'il y a pu avoir aussi. Donc, ça a été bénéfique pour nous, ville de Saint-Nazaire et préfecture, mais également pour les structures partenaires et publiques qui ont pu être rencontrées lors de ces diverses promenades, immersions et ateliers qui ont été organisés autour de l'enquête habitante.
Justement, en termes de temps, quel a été le temps de la démarche? Quelle a été votre implication? Et comment ça s'est articulé avec les 3 journées de formation? Enfin, les 4 journées, parce qu'il y en a eu 4. Je peux répondre, Gaëdig, et tu complètes, parce qu'effectivement, moi, j'ai pu suivre les 3 ou 4 journées. Je précisais au début, on a été dans un cadre où, en fait, on avait quelques mois, en fait, pour produire cette enquête, en tout cas pour qu'elle nous serve ensuite dans ce contrat de ville. Donc, il s'est passé que, je crois, entre le premier module de formation et le deuxième, et ben en fait, on avait dû énormément avancer entre-temps, en parallèle avec Étaline, parce qu'il fallait qu'on avance et qu'on produise. Mais par contre, en fait, ces temps de formation, même si on était peut-être un peu en décalage finalement, parce qu'on était un peu en avance, ça nous permettait quand même de prendre un pas de côté, pour le coup, sur notre démarche, et puis quand même de continuer à anticiper le coup d'après. Donc, c'était, même si parfois au début on n'avait pas exactement le même timing et pas le même timing que l'autre territoire, déjà ça nous permettait de faire un temps de bilan, ça nous permettait de prendre un pas de côté, et puis c'était quand même des moments un peu institués avec la préfecture, avec Étaline, pour réfléchir ensemble sur le projet. Donc ça offrait ces temps de respiration là. Et puis ensuite on a repris un rythme un peu plus normal sur cette notion, enfin sur ce travail de droit de suite, donc de donner à voir de ce qui s'est fait. Là on était plutôt en lien avec le programme de la formation, quoi. Mais on a été un peu rapide au début, et c'était chouette que ça puisse s'adapter aussi à nos contraintes de réalisation, en fait, pour que ça serve. Et en termes de temps, ça prend du temps. Ça prend du temps, donc ça prend du temps même si on est accompagné et que on est en binôme. Après, ça dépend de la démarche, mais je pense, et moi je m'y suis investie grandement parce que en fait on en avait besoin et on en avait l'envie, mais que ça rentrait totalement en fait dans notre feuille de route, dans un plan de charge qui dans tous les cas devait être fait. Et là pour le coup, on avait la possibilité d'avoir ce bonus. Mais en tout cas, une enquête habitante, ça prend du temps, et en amont et sur le terrain. Et après, l'après a beaucoup plus été porté par Étaline sur la partie analyse. Ça, c'était quand même très appréciable. Tout le livrable a été réalisé par eux et par les 2 agences qui étaient associées. Voilà. Merci. Gaëdig, en termes d'investissement ou a posteriori de la démarche, enfin, qu'est-ce que a facilité cette démarche? Est-ce que ça a permis de faciliter le lien avec les habitants ou alors avec des acteurs partenaires? Bah, effectivement, moi, ça m'a permis rapidement aussi de rencontrer certaines personnes que je n'avais pas forcément rencontrées aussi. Ça m'a permis de m'acculturer à ces démarches d'enquête participative. Et puis, comme le disait Floën, c'est vrai que voilà, ce sont des outils qui sont vraiment précieux et qu'on pourra réutiliser dans d'autres circonstances. Et vraiment, l'accompagnement, voilà, est vraiment très très bien construit pour toutes les différentes étapes qu'il y a dans le cadre de ces travaux et ces démarches. Voilà, c'est un réel plus d'avoir pu pouvoir s'inscrire dans cette démarche, parce que, en tout cas, moi, du peu que j'ai pu voir, en tout cas, sur les formations et ensuite sur la construction du document de droit de suite et de l'utilisation aussi, l'appropriation de l'enquête participative a posteriori dans les différents travaux qu'on a pu mener. Voilà, tout cela nous est forcément très, très utile. Justement, sur l'appropriation, cette fois, je vais parler des outils. Je sais qu'on a pu, certains outils ont été réutilisés à Châteaubriand par les services politiques de la ville de Loire-Atlantique. Nous, cet enjeu de la réplicabilité, comme tu l'introduisais, Floën, dès le départ, c'est un enjeu important. Aujourd'hui, alors vous avez peut-être pas eu d'autres occasions, Floën, à Saint-Nazaire, de réutiliser les outils, mais est-ce que c'est envisagé ou envisageable?
Ouais, on l'a pas encore réutilisé, enfin, on n'a pas encore réutilisé ces outils, mais c'est ce que je précisais. En fait, on l'a inscrit dans notre contrat de ville, l'idée de se dire tous les 2 ou 3 ans, on reproduira un format d'enquête habitante en se basant sur les outils qui ont été produits, qui ont été créés. Et du coup, je pense que, et en fait, j'allais dire, même si ce n'est pas porté par moi, par exemple l'année prochaine ou l'année d'après, il y a suffisamment d'outils pour et d'explications pour s'approprier cette démarche, je pense. Merci pour vos 2 témoignages. Il nous reste quelques minutes pour échanger. Est-ce que les participants ont éventuellement des questions? Moi, éventuellement, j'avais une question sur sur la dimension, parce que en fait, la participation citoyenne, c'est quelque chose qui est en gros, qui est inscrit nous dans les 3 contrats de ville, et je me posais la question de l'échelle territoriale en fait pour conduire l'accompagnement et le projet. Nous, on a on avait un peu l'envie d'accompagner en fait à la fois les collectivités, mais aussi les porteurs de projets dans le cadre des contrats de ville. On se pose aussi souvent la question de la représentativité des conseils citoyens. Donc, c'est comment finalement les personnes qui sont membres des conseils citoyens peuvent aussi eux-mêmes aller chercher la participation citoyenne des autres habitants. Donc, en fait, on a plein d'échelles pour aller travailler cette participation citoyenne, et je me posais la question au regard de vos expériences respectives, de l'échelle qui était la plus pertinente. Juste pour comprendre, quand on parle d'échelle, c'est entre échelle à plusieurs territoires du coup, ou juste sur un seul territoire? C'est juste ça que je comprends, parce que de ce que je comprends, vous êtes sur le Maine-et-Loire, c'est ça? Ouais, en fait, nous, on a 3 contrats en Maine-et-Loire. Donc, ma question, c'était est-ce qu'on peut conduire ces démarches d'accompagnement en embarquant les 3 territoires, sachant que sur chacun des territoires, on a différents niveaux d'acteurs. On a les professionnels, en fait, donc il y a les services de l'État, il y a les professionnels des collectivités, les développeurs, les délégués du préfet. Il y a aussi les habitants eux-mêmes qui peuvent aller chercher la participation d'autres habitants. Et puis, il y a les porteurs de projets. En fait, on aimerait bien qu'on change de dimension en fait sur la conception des projets. Et que les porteurs de projets, qui ont tous des cultures professionnelles différentes, soient plus ou moins soient un minimum en capacité d'embarquer dans la construction des projets les habitants. Alors, il y en a qui le font plus de l'autre, ça dépend de leur culture professionnelle. Mais voilà, et je me disais que, ça fait beaucoup, c'est sans doute un peu ambitieux, et voilà, donc quelle est l'échelle la plus pertinente? Est-ce qu'on fait sur un territoire? Est-ce qu'on fait sur les 3 territoires, mais en ayant des approches, par exemple, peut-être sur un territoire plus centré sur la capacité des conseils citoyens à associer les autres habitants, et sur un autre territoire, la capacité des porteurs de projets à associer les habitants dans la construction. Enfin, est-ce qu'on le fait un peu de manière différente sur les 3 territoires pour qu'à la fin, en Maine-et-Loire, on ait une culture et qu'on puisse s'acculturer les uns les autres en fait de ces pratiques qu'on a investiguées dans des champs différents en fait. Ouais. Je peux répondre au titre d'un territoire, pour le coup, peut-être, et d'une collectivité territoriale, et puis peut-être que la réponse de Gaëlle, elle sera différente. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, dans notre démarche, c'était le fait que ça soit centré sur Saint-Nazaire, propre à Saint-Nazaire, se basant sur exclusivement le tissu nazérien et pas nantais, par exemple, et que du coup, les équipes d'Étaline étaient présentes sur le territoire, c'est ce que j'ai pas précisé, mais ça, c'était un point important aussi en fait. La présence sur site, la rencontre des acteurs, et pas forcément simplement entre guillemets la production d'une méthodologie ou d'outils, mais la rencontre régulière sur le territoire. Ça, c'était appréciable. Après, oui, peut-être que ça peut être pensé à une échelle plus large avec différentes identités de territoire. Je me dis que c'est un autre travail qui doit être très intéressant. Mais pour le coup, avoir un format propre à un territoire, c'était très appréciable en tout cas. Je pense aussi peut-être que juste ça pour compléter. Vas-y, Gaëlle, vas-y. Simplement. Parce que effectivement, on est sur des QPV qui sont pas forcément très grands sur Saint-Nazaire. On a un QPV ville ouest de 7000 habitants, puis les 2 autres qui sont à 1000, 1200. Donc c'est vrai que voilà, on est sur des petits QPV, ce qui facilite le fait d'avoir eu une démarche
globale sur l'ensemble des QPV nazériens. Après, je ne sais pas comment c'est sur le Maine-et-Loire, mais je pense que ça peut aussi participer du fait de focaliser sur un territoire, sur tel sujet, sur un autre, voilà. Je pense que la taille aussi joue quelque part par rapport au déploiement, que ce soit en moyens humains et techniques derrière pour pouvoir mener ce genre d'enquête. Peut-être, oui, juste pour compléter, et puis François, bienvenue, et voilà, on te passera la parole. Dire aussi que la particularité de ce centre d'appui, c'est que on fait aussi un peu du sur-mesure en fonction des problématiques locales, de vos objectifs aussi. Donc je trouve ça super intéressant ce que vous évoquez là, et c'est vraiment des questions qu'on se poserait au début du projet pour essayer de circonscrire notre action et voilà, de voir quelle est l'échelle la plus pertinente. On va pas plaquer un modèle systématique à tous les projets. On va vraiment essayer de proposer un accompagnement le plus adapté à vos besoins, à vos objectifs. Donc on a un peu ce tronc commun de formation action où où vous allez en promotion un peu avoir un tronc commun et des éléments qui vont être communs à l'ensemble des projets, même si vos projets sont différents. Mais après, il y a aussi une vraie attention particulière qui est donnée à votre projet pour qu'on puisse vous proposer un accompagnement vraiment le plus adapté, quoi. Et puis, il y a plusieurs stratégies au regard de cette problématique et c'est vraiment à définir avec vous en fonction des particularités locales. J'espère qu'on a répondu. Je transmets la parole à François. Merci. Merci Rémi. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui. C'est bon pour vous. Désolé d'abord pour le retard, j'étais sur une précédente réunion, mais je crois que Gabin était connecté, donc il a pu suivre les échanges. Non, juste peut-être en rebondissant au regard de la présentation, j'ai vu que le bout, mais sur le contrat de ville de Saint-Nazaire, vous dire que la semaine dernière, on était réunis, l'ensemble des commissaires à la lutte contre la pauvreté et les préfets délégués à l'égalité des chances et les sous-préfets politiques de la ville dans une session de travail conjointe jeudi après-midi dernier. Donc, j'ai pas encore eu le temps de transmettre à l'ensemble des services politiques de la ville et délégués préfets de la région ces éléments. Il y avait deux volets qui étaient partagés, deux thématiques, hein, une plutôt sur les questions enfance-parentalité et une deuxième sur les démarches d'aller vers, avec des croisements justement de démarches qui ont pu être conduites dans d'autres régions. Donc là, je ne vais pas vous les évoquer de manière exhaustive, mais je pourrais d'une part vous les repartager. Et cette question-là que vous posez justement de l'échelle, je pense qu'elle est assez essentielle, y compris là, nous, dans la réflexion qu'on a sur le projet qu'on souhaite porter dans le cadre du Pacte des solidarités et de l'appel à projet du Centre d'appui à la participation citoyenne, c'est comment est-ce qu'on se positionne. Moi, je m'interroge pas mal quand même dans la région sur l'existence aussi de différentes démarches d'association des personnes accompagnées. Vous savez qu'au niveau régional, on a un CRPA, un comité régional des personnes accompagnées qui est en cours de relance, qui est porté avec la FAS et l'URIOPS, mais c'est vrai qu'il faut toujours, dans les échanges qu'on a eus avec les préfets délégués à l'égalité des chances et sous-préfets politiques de la ville, la bonne maille sur les démarches d'association des personnes accompagnées, c'était effectivement souvent sur des démarches très locales, telles que celles que vous avez pu, je pense, présenter sur Saint-Nazaire. Et il y avait des éléments, mais que vous devez connaître par cœur côté Lab, mais qui ont été repartagés, y compris de l'équipe d'appui de la NCT, qui intervient là-dessus, donc je pourrais vous les repasser. On avait eu d'ailleurs il y a quelques temps une présentation de, je sais plus si c'est Mathieu Angotti, mais qui a quitté ses fonctions maintenant, mais qui suivait ces sujets-là à la NCT. Donc voilà, c'était plutôt deux réflexions à la lumière de ce que j'entendais là, mais c'est vrai que nous, sinon, pour revenir plutôt sur la partie questions plus sur notre projet, c'est qui rejoint les questions accès aux droits et aller vers pour les publics les plus concernés par la précarité, en ayant notamment une focale sur la question des familles monoparentales, c'est quel territoire on retient, avec un point de sensibilité, moi, que j'ai, donc évidemment dans le
en tant que commissaire à la lutte contre la pauvreté, c'est évidemment les personnes en situation de précarité dans la région. C'est aussi d'aller au-delà, évidemment, il y a les actions essentielles portées par l'ensemble des services politiques de la ville dans les QPV, mais c'est aussi d'aller adresser la question de la ruralité, de la précarité en milieu rural. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire une démarche de participation citoyenne, si je devais caricaturer un peu, en évitant de reprendre toujours les mêmes acteurs qu'on connaît bien, y compris dans la région, qui sont un peu modèles sur ces questions-là. Et donc ça, c'est plus une question ouverte, j'ai pas la réponse. On essaye de tâtonner depuis 1 an et demi sur le sujet précarité en milieu rural, mais pour être tout à fait honnête, autant on arrive à faire du diagnostic, de l'analyse, mais par contre, aller un cran plus loin dans se dire comment est-ce qu'on essaye d'aller vers des communes ou des intercommunalités qui ont éventuellement moins participé à des démarches telles que celles que vous avez pu construire sur, par exemple, le contrat de ville de Saint-Nazaire, ça reste difficile. Et juste pour terminer, ça reste difficile parce que tous les instruments qui concernent la ruralité, ils sont quand même beaucoup moins développés que ceux qu'on a dans le champ contrat de ville. Bon, ça c'est en partie logique, mais si on prend les catégories des zones de revitalisation rurale, elles n'abordent pas à ce stade de vrai pilier solidarité. Et donc ça c'est un vrai défi qu'on a nous un peu dans les réflexions qu'on a sur ce sujet-là. Bon voilà, c'était juste quelques réflexions un peu décousues, mais pour un peu mettre de l'eau au moulin à vos réflexions. Merci François. Markéta, vous vouliez... J'en profite juste pour vous dire qu'il faut que je quitte la visio. Désolée, et je suis disponible si jamais pour toute question. Et je laisse Gaëdig, dans tous les cas, prendre le relais. Merci. Merci beaucoup, Floël. Merci pour ta disponibilité. Au revoir. Markéta, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bien, du coup, j'avais une question pour Floël, mais peut-être qu'en effet, Gaëdig pourra y répondre. Merci beaucoup pour la présentation, pour le partage de cette expérimentation, enfin du retour de cette expérimentation. Moi, je me posais la question sur est-ce que vous avez pu constater une évolution dans la manière de se comporter des habitants qui ont été questionnés au fur et à mesure qu'il y avait une suite de rendez-vous, de concertation, alors divers et variés, avec divers outils participatifs mis en place. Mais voilà, je me demandais, est-ce que vous avez pu constater un avant et un après suite à cette démarche-là, où les habitants auraient potentiellement développé une attitude plus justement dans un statut de contributeur responsable aux politiques locales, ou en tout cas à la définition de ce cadre de politique qui se serait développé grâce, comme une sorte de coproduit de cette démarche, ou est-ce que, comme disait François Gauthier, il y a eu toujours les mêmes, et finalement on n'a pas vraiment bougé sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas forcément de retour par rapport à l'implication plus ou moins importante des habitants à l'issue de l'enquête qui a été menée. Pour autant, à chaque fois alors on n'a pas eu tant que ça de temps où on a pu présenter le droit de suite, parce que période de réserve aussi oblige. Donc du coup, voilà, le document a été élaboré. Il y a 2 temps forts sur lesquels on souhaitait communiquer ce document qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais quoi qu'il en soit, on ressent quand même une curiosité, on va dire, des habitants par rapport au retour qu'on a pu leur faire, et par rapport à ce que peut être le contrat de ville ou autre. On avait également travaillé à des petits flyers lors de l'élaboration de notre contrat de ville pour expliquer ce qu'était le contrat de ville, les différentes thématiques qu'il y avait, notamment le volet émancipation, dans lequel s'intègre aussi tout ce qui touche à la participation citoyenne. Et voilà, ça c'est un constat qu'on peut faire, c'est que les habitants sont curieux lorsque l'on vient en quartier, sur des stands en pied d'immeuble, lors de temps forts. On a quand même des gens qui passent et qui viennent se renseigner sur
les actions menées par la préfecture, menées par les conseils citoyens. Généralement, ça se fait de manière concertée avec le bailleur social et les autres structures associatives qui sont présentes. Mais voilà, il y a un échange qui se crée lors de ces temps qu'on organise en pied d'immeuble. Pour autant, sur l'enquête participative à proprement parler, on n'aura pas d'éléments vraiment très concrets, en tout cas pas pour l'instant. Cette question, elle souligne en fait une particularité des démarches participatives. Il y a des démarches très temporaires, et ça a été le cas en tout cas sur le contrat de ville. L'enjeu, c'était de pouvoir alimenter le contrat de ville. Et ensuite, dans ce cadre-là, il y a eu d'autres actions menées par des acteurs locaux. Après, il y a des démarches de participation plus permanentes qui viennent s'installer dans le temps. On pense au conseil citoyen. Et là, en créant de la régularité, des temps d'échange très fréquents, etc. Là, on peut vraiment changer les comportements, entre guillemets, de participation, en tout cas les facilités. Donc voilà, c'est deux natures différentes, deux démarches. Et c'est peut-être sur la seconde qu'il est plus, que l'on change réellement le terme n'est pas tout à fait adapté, mais qu'on change les habitudes de lien avec les élus, les acteurs locaux, etc. C'est plus mesurable aussi, du coup. C'est vrai que là, sur les démarches d'association des citoyens au contrat de ville, des mesures d'impact, en fait, on peut juste dire que le contrat de ville, il a été écrit sur la base de la parole, et que du coup, de fait, on suppose, on espère et on sait qu'il répond à des problématiques qui sont vraiment en remontée du terrain. Mais dans tous les cas, c'est hyper intéressant comme question, parce que cette question de la mesure de l'impact, on se la pose très régulièrement. On n'est pas toujours encore très outillé, mais voilà, je rejoins Rémi sur le fait que ça dépend aussi de comment on mène le projet et des objectifs qu'on se fixe au départ. Mais le changement, oui, alors comportement, je te rejoins, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, savoir si l'impact que ça a eu sur les citoyens de les associer à une démarche, c'est un sujet en tout cas hyper intéressant et qui mérite d'être creusé aussi encore de notre côté dans les projets qu'on accompagne. Et pour compléter, l'enjeu, c'était aussi d'aller vers ceux qu'on n'entend pas forcément toujours. Donc, on a quand même pu toucher ce qu'on peut un peu mesurer. C'est le public qu'on a pu aussi interroger. Par exemple, en faisant appel à une association de portage de repas à domicile, on a pu suivre sur différents tours, mais aussi en allant à des moments spécifiques dans les quartiers, le samedi aussi, pour toucher des publics qui sont là le samedi. En semaine, ils travaillent, donc c'était pas forcément facile de toucher ces publics-là. Mais par contre, en faisant du porte-à-porte le samedi, en fait, on a essayé d'expérimenter différentes manières d'aller vers pour toucher un public un peu large et pas forcément celui qu'on entend systématiquement. Peut-être que ça, c'est un peu mesurable. Et beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou est-ce qu'on poursuit vers le temps de présentation des modalités de candidature? Moi, j'avais une question du coup. Oui, allez-y. Allez-y, Estelle. Juste une réflexion, parce que par rapport à l'essaimage en fait des outils ou des expérimentations, je vois bien en fait ce que ça peut donner à la lumière des expériences qui nous sont témoignées là, du travail, mais en fait, est-ce qu'on a les moyens vraiment d'essaimer après, quoi, par rapport à des méthodes d'aller vers, etc. C'est toujours, par exemple, on voit ce que ça produit, les balades urbaines, les concertations en marchant, etc. Mais c'est souvent en fait, que ce soit pour les collectivités ou pour l'État, c'est toujours la question de finalement, est-ce qu'on a vraiment les moyens de mettre en œuvre ces méthodes, et du coup, ça me fait un peu peur en fait d'expérimenter, de trouver des outils, des pratiques. Et comment on arrive à insuffler en fait ces pratiques par rapport aux moyens qui sont les nôtres en fait. Oui, alors question évidemment qu'on entend. Bon, alors moi je vais un peu forcément faire la promo de notre dispositif, parce que je pense que ce qu'on propose justement, c'est oui un accompagnement de projet, mais l'aspect formation-action
je pense, permet quand même d'outiller. Alors, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, oui, hein, il faut prendre un peu de temps pour aller sur le terrain, mais il y a, en tout cas dans nos objectifs, l'idée de vous outiller et de vous permettre d'utiliser demain pour d'autres projets les méthodes en autonomie que vous aurez voilà, pu tester dans le cadre de vos projets. Donc, il y a... En tout cas, c'est un vrai objectif de ce dispositif. Alors, est-ce qu'on l'atteint totalement? Il y a des limites et des contraintes qu'on maîtrise pas effectivement sur les moyens humains, voilà, financiers aussi. Mais l'idée, en tout cas, c'est que vous puissiez ressortir de l'accompagnement que vous aurez eu dans le cadre du centre d'appui en vous disant, en fait, si c'est possible demain de mener une démarche avec les outils qu'on vous aura donnés. Et l'enjeu, c'est pas nécessairement de produire de nouveaux temps, de nouvelles actions, mais c'est plutôt aussi de changer les actions qui existent déjà pour pouvoir s'inscrire en fait dans du temps qui est déjà pris. C'est peut-être d'ouvrir des réunions qui ont un vocabulaire trop technique. C'est aussi parfois des choses assez simples. On l'expérimente avec les services politiques de la ville de Laval actuellement, et donc c'est un enjeu de transformer. On parlait avec peut-être pas le bon terme, le comportement des citoyens, mais c'est aussi notre comportement à nous, techniciens, agents, à faire évoluer. Mais la charge de travail, le manque de moyens des services politiques de la ville, c'est un sujet qu'on connaît et il y a un point d'attention particulier à ne pas produire des dispositifs qui demandent davantage de temps. Effectivement, moi je rejoins ce que vous avez pu dire, même si j'ai pas suivi la formation action du début jusqu'à la fin, quoi qu'il en soit, c'est vraiment des outils, enfin des pistes de travail qui sont vraiment très intéressantes, particulièrement là, je pense à l'animation interprofessionnelle, c'est ce que disait Rémi, qu'on avait eu dans la dernière formation Action, qui nous permettait effectivement de travailler sur les terminologies, le fait de partager effectivement, d'avoir des termes communs en fonction des différents partenaires qu'on a autour de la table. Là, nous avons lancé récemment un groupe de travail sur la tranquillité publique, où on a à la fois des partenaires associatifs, à la fois les forces de l'ordre, à la fois des institutionnels et autres. On s'est bien rendu compte que voilà, les termes utilisés n'étaient pas les mêmes. On a aussi des professionnels de santé qui sont présents, et cette formation, voilà, nous a permis de recentrer avec les petits outils qui nous avaient été transmis, de recentrer le débat et de dire oula, on va peut-être revoir un petit peu l'organisation du groupe de travail et travailler sur voilà, qu'est-ce qu'on entend par tranquillité publique, par sécurité, par les publics aussi. On a retravaillé sur les publics parce qu'on mettait pas les mêmes, on donnait pas le même sens en fonction des terminologies utilisées, et c'est vraiment quelque chose un plus qui est vraiment important. Merci pour ce retour, Gaïli. Alors, j'ai bien noté les deux questions, Estelle. Je propose qu'on y revienne un peu plus tard et on vous transmettra les éléments relatifs aux deux projets en question, dont un n'est pas encore terminé. Donc, voilà. En tout cas, les résultats de Saint-Nazaire pourront vous être transmis. Donc, je propose que l'on continue. Et puis, il y aura un autre temps pour des questions à la fin. Donc, vous avez affiché en diapo les exemples de la promotion des projets de la première promotion. L'idée à travers cette slide et la suivante, c'est de présenter la diversité des sujets qui peuvent être portés. Donc, on a travaillé sur un France Service avec l'ambition de rendre lisible et simplifier les démarches administratives, au sujet de l'aide sociale à l'enfance au travers de témoignages de grands mineurs. On a également travaillé avec un collège en Vendée pour améliorer le lien entre le collège et les familles éloignées de la scolarité de leurs enfants. Et donc, un projet dont on vient d'entendre le témoignage, donc le contrat de ville de Saint-Nazaire, ainsi qu'un projet sur l'information de l'offre de santé au pays de Cran, donc dans le sud Mayenne. Voilà. L'idée, c'était à la fois de vous montrer la diversité des thématiques, la diversité des publics concernés par ces politiques publiques,
et que les accompagnements de projet et les formations associées sont vraiment créés sur mesure pour répondre aux attentes des porteurs de projets. Je vous propose qu'on en vienne à quel type de projet sont conduits dans le cadre du centre d'appui à la participation citoyenne. Je dirais il y a deux grands types de projets. Il y a les projets d'amélioration d'un service ou d'un projet de dimension publique, comme le sujet de la santé, par exemple, à Mayenne, ou la relation avec les parents pour un collège. Mais il y a aussi l'enjeu de créer un dispositif pérenne de participation citoyenne avec l'ambition de créer du dialogue sur le temps long et impliquer les citoyens dans une politique publique. On fait attention également à ce que les projets ne soient pas de la consultation ou de la simple information des citoyens. C'est pour ça que vous voyez à droite une échelle avec l'ambition que si on consulte les citoyens, si on les implique dans des démarches, c'est qu'ils puissent participer à l'amélioration concrète des politiques publiques et pas se limiter à de la simple recueil sans réel changement ou impact sur les politiques publiques. Donc, qui peut candidater au centre d'appui? Le dispositif, il vise les services de l'État en Pays de la Loire, donc des administrations territoriales, des services déconcentrés, des agences ou des opérateurs publics. Et on est aussi ouvert aux collectivités territoriales. Dans ce cas-là, on essaye de mettre en place un partenariat collectivités territoriales et services de l'État concernés. Je vais vous donner un exemple. L'exemple sur la santé en Pays de Cran, c'est une collectivité, une communauté de communes qui nous avait sollicité et on les a associés à l'ARS afin d'avoir un coportage. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir diffuser vers l'ARS et leurs partenaires la démarche menée. Donc pour candidater, si vous êtes prêt à candidater, on demande dans le questionnaire d'inscription de candidature un soutien de la hiérarchie. L'idée, c'est simplement de s'assurer que la collectivité ou le service en question, enfin l'agent qui porte le projet, soit soutenu et que le soutien hiérarchique puisse donner du temps pour les 3 journées de formation, mais aussi pour mener le projet et s'assurer de la motivation au niveau des décideurs. C'est un enjeu particulièrement important dans le sens où nous, on vient sur le terrain, on a besoin que les agents soient avec nous, impliqués dans le temps long. Peut-être juste pour compléter là-dessus, je peux me permettre d'insister parce que c'est vraiment un sujet important et de redire aussi notre rôle à nous, Étaline, dans tout ça, c'est qu'on est vraiment en accompagnement de projet. On n'est pas les porteurs de projet. Les porteurs de projet, c'est bien vous. Donc on a besoin d'un engagement des porteurs importants. Si les porteurs n'ont pas de temps à consacrer, ou ne sont pas portés eux-mêmes par leur hiérarchie, nous-mêmes on pourra pas faire des miracles entre guillemets, mais voilà. Donc ça c'est vraiment important. Il y a plein de choses qu'on prend à notre charge, c'est-à-dire là c'est ce que disait Gaëdigue Floen sur la rédaction, le travail en chambre qu'on peut faire, un peu le travail d'analyse quand on fait des enquêtes. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on internalise et qu'on prend en charge à Étaline. Mais voilà, pour autant, on n'est pas les porteurs de projet, on est bien là en appui et en accompagnement avec les professionnels et les prestataires aussi qui font partie de ce dispositif. Donc voilà, j'insiste un peu, mais c'est vraiment important l'engagement des porteurs et le soutien de vos hiérarchies respectives aussi. C'est aussi par expérience, on voit bien que des projets où les supérieurs hiérarchiques ne sont pas informés, engagés, à un moment donné, ça atteint ses limites et du coup, c'est très déceptif pour les porteurs pour les agents qui portent et pour les citoyens aussi qui ont été un peu impliqués et puis qui tout d'un coup ne voient pas les choses se faire. Donc voilà, c'est un peu les fondamentaux de la gestion de projet, mais c'est toujours bien de se le retirer. Et voilà, dans ce sens-là, on attend un courrier qui explique simplement l'intérêt et le soutien de la hiérarchie. Et ensuite, dans l'accompagnement de projet,
on fait en sorte de mettre en place un comité de pilotage, je l'ai déjà indiqué. Et donc, si vous avez déjà en tête des partenaires, des décideurs, des collègues qui peuvent participer à ces temps de copil, voilà, ça peut être un élément à indiquer dans votre candidature. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est constituer une équipe projet. Donc, c'est les acteurs qui peuvent venir avec nous sur le terrain, qui vont se réunir, qui vont nous aider à identifier des publics cibles, qui vont nous proposer ou nous faire un retour sur les actions que l'on mène, s'il y a des choses qui fonctionnent pas ou s'il y a des choses qui fonctionnent, etc. Qui puissent apporter leur expertise. C'est important de pas se reposer parfois que sur des services ou des collectivités, mais aussi intégrer sur les questions des quartiers, par exemple les maisons de quartier. C'est des acteurs qui connaissent très bien la population des quartiers, etc. Voilà. Donc pour candidater, on préconise tout d'abord de prendre contact avec nous. Ça nous permet de ensemble voir si votre candidature rentre bien dans le cadre et répond bien que le dispositif réponde à vos attentes. Ensuite, on a une démarche simplifiée, c'est un questionnaire. Donc, toutes les questions ne sont pas obligatoires, mais l'idée, c'est vraiment de décrire le mieux possible votre projet. Ça prend 10 à 15 minutes, associé à la lettre mentionnant l'intérêt de votre structure. Et enfin, on organise un temps de pré-cadrage, c'est-à-dire un temps d'échange à la suite du questionnaire, qui va permettre de préciser les zones d'ombre et d'argumenter votre candidature, de pouvoir avoir tous les détails et défendre lors du temps de jury. Donc c'est un jury qui aura lieu autour de la mi-novembre, qui aura lieu avec des agents du SGAR et de la DITP, avec une implication de la DITP. Et du CIPC. Et du CIPC, le Centre interministériel de la participation citoyenne, qui participera avec nous à ce débrief. Voilà, donc on vous invite à candidater jusqu'au 31 octobre. Et comme le point 3, il est important là sur le slide, c'est que voilà, si vous avez là le webinaire, voilà, on a 1h30 ensemble, on sait que c'est rapide. Si vous avez des interrogations, si vous hésitez encore à postuler, si vous voulez qu'on prenne un temps ensemble pour un petit peu gratter votre projet, votre idée de projet et voir si ça vaut le coup de postuler, n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec Rémi et on trouvera un temps d'ici le 31 octobre ensemble pour évoquer votre projet et lever les doutes que vous pourriez avoir ou les questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas, mais on a essayé de faire une démarche simplifiée assez simple pour le coup aussi. Donc voilà, en tout cas, on est vraiment à disposition pour vous aider aussi à prendre votre décision de déposer ou pas si vous en avez besoin. On va publier les différents liens qui apparaissent à l'écran dans la conversation, qui sont le site de la préfecture sur lequel il y a tous les détails du centre d'appui à la participation citoyenne et aussi le démarche simplifié. Et vous pouvez nous contacter à l'adresse mentionnée en haut. Je vous propose d'écouter vos éventuelles questions. Oui. François. Peut-être Rémi, je me permets juste. Merci beaucoup, c'est hyper clair et très complet. Juste pour être bien sûr, comme on l'avait évoqué précédemment ensemble. Ensuite, donc vous avez le jury concrètement mi-novembre. Vous pensez que concrètement la confirmation elle est dans la foulée et ensuite c'est donc pour un début, tel qu'elle est présenté dans le calendrier sur le fascicule à partir de décembre. Hein, c'est bien ça. On reste sur ce calendrier-là et ensuite un déploiement sur le premier semestre 2025. C'est bien ça. Tout à fait. Oui. Pour l'instant, ouais. On est parti sur ce calendrier-là. Alors après, c'est pareil. Il faut, s'il y avait des grosses contraintes, on peut tout ça, le cas par cas. On y tient aussi. On a juste des temps en commun. Là, qu'il va devoir falloir fixer. Et donc, mais sur le démarrage de vos projets individuellement, ça c'est ajustable en fonction de votre calendrier aussi. Hein,
Ça peut être, enfin là je dis n'importe quoi, mais ça peut être un projet où là on dit qui est validé par le comité, mais avec un démarrage qui est prévu en mai, je dis n'importe quoi, en mai 2025. Ok. C'est envisageable en fait. Hein. Donc on s'adapte. Ok. Voilà, la première journée de formation qui donne les fondamentaux de la participation a lieu en décembre, et ensuite la seconde journée en avril. C'est tant mieux si c'est particulièrement articulé à ces temps-là. Si c'est pas le cas, on fait avec. Et donc Estelle, oui, j'ai votre adresse mail, donc je vous transmettrai le diapo sans souci. Et Estelle aussi, du coup, pour reprendre vos questions de tout à l'heure, donc on peut vous partager tous les documents liés au projet Saint-Nazaire. L'aval, c'est en cours encore, donc voilà, à voir. Mais on peut aussi reprendre un temps avec vous si vous le souhaitez pour creuser un petit peu et vous partager. C'est surtout que en fait, c'est des choses qui sont un peu dans les nouvelles directives en fait sur la façon d'animer en fait les contrats engagement quartier 2030. Donc, je pense que ça intéresse tous les délégués du préfet et les acteurs politiques de la ville. Et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que les collègues ont avancé et on pourrait déjà au moins reprendre ce qui a été fait. On a des réunions régionales politiques de la ville qui sont assez régulières et on pourrait en consacrer une pleinement en fait à la présentation un peu des deux chantiers sur Saint-Nazaire et sur Laval et peut-être partager les outils, quoi. Ça sert à rien que nous en Maine-et-Loire on reparte sur un projet de base alors qu'il y a déjà une partie qu'on peut recycler. C'était la semaine du développement durable, alors recyclons. Oui, alors évidemment, alors nous en plus on est vraiment très ouverts à venir faire des présentations, alors, nous et les porteurs de projets, hein, évidemment, à plusieurs voix, de venir faire des présentations un petit peu étoffées, voilà, prendre un petit peu plus de temps pour vous présenter la démarche, les outils qui ont été créés, les résultats, enfin voilà, sur l'aspect essaimage. Donc, faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez justement des temps de réunion un peu spécifiques sur le quartier politique de la ville. Nous, voilà, on va aussi essayer de faire des temps un peu d'acculturation, de retour d'expérience au cours de l'année 2025. Hein, je pense aussi sur les projets qu'on a accompagnés pour inspirer et permettre l'essaimage. Mais n'hésitez pas à nous solliciter spécifiquement si vous voulez qu'on fasse un retour d'expérience précis à l'occasion d'une réunion. Nous, vraiment, on se rend dispo et on le fait avec plaisir. En particulier sur Laval, le projet est toujours en cours, donc on sera pour l'instant pas en mesure de présenter des choses. Néanmoins, on a bien identifié avec Madame Proto, si je me trompe pas, Emmanuel Proto, voilà, la possibilité de faire un temps de présentation. Juste vous dire au revoir. Merci beaucoup. Je suis désolée, je vais devoir partir. C'était extrêmement clair et tout à fait précieux pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tout est très clair. Alors oui, Joanne, n'hésitez pas votre micro semble pas fonctionner, donc n'hésitez pas à mentionner vos questions dans le chat. Oui. J'avais juste une question sur le nombre de projets que vous pouviez en fait soutenir par an. L'idée, c'est justement peut-être qu'il n'y ait pas forcément de concurrence les uns envers les autres et qu'on puisse échelonner. Enfin, voilà, moi, je me demandais quel était le volume finalement des projets que vous pouviez soutenir. Alors, c'est un peu difficile d'arrêter un chiffre parce que ça dépend aussi de l'ampleur du projet, de la dimension, et ça, on sait que ça peut être très variable. Si on veut donner un ordre d'idée, on va dire c'est entre 3 et 4 à peu près. 3 et 4 projets moyens longs, on va dire. Donc après, voilà, s'il y a 2 projets un peu plus courts, enfin voilà, c'est un peu modulable, mais sur les dernières promotions, voilà, c'était à peu près l'ordre d'idée. Effectivement.
Et après, effectivement, s'il y a là, le comité de sélection, s'il y a des arbitrages à faire, nous, on a un peu des critères territoriaux, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que l'ensemble des territoires, ça, c'est dans un monde utopique, mais en tout cas une diversité des territoires des Pays de la Loire puisse être accompagnée, une diversité aussi des porteurs de projets. Donc voilà, c'est un peu ça dans les critères de sélection. Et puis voilà, sur les critères de fond aussi, comme disait Rémi, voilà, l'idée c'est que c'est une vraie prise en compte de la parole des citoyens, pas juste une concertation avec un petit questionnaire ou ce genre de choses qui peuvent être des outils très intéressants, mais là qui font pas l'objet de notre dispositif. Alors, effectivement, je réponds à votre question, Johan. Voilà, si vous candidatez, on vous aidera également on fera des démarches pour pouvoir trouver un partenaire en lien avec votre sujet et pour trouver voilà le service qui est concerné par votre thématique, votre projet candidat. Et oui, nous pourrons échanger par téléphone. Vous avez mes coordonnées, donc on pourra fixer prochainement un temps d'échange. Et alors voilà, ça peut être, le dispositif des fois peut paraître comme ambitieux. C'est vous je reprends vos termes, Johan, mais vraiment voilà, je pense que ça vaut le coup d'échanger avec Rémi sur voilà votre idée de projet ou votre projet aujourd'hui, parce que une fois de plus, on s'adapte. On fait du sur-mesure pour essayer d'être au plus près de vos besoins et voilà, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'attendre le prochain mandat pour déposer. Et puis l'autre point voilà que soulève Rémi, mais qui est très important, c'est que notre rôle d'accompagnement, il est aussi dans la mise en relation avec les services de l'État, dans nous trouver les bons interlocuteurs. On a quand même une vision de la cartographie des acteurs sur ce domaine-là en Pays de la Loire, qui est pas encore exhaustive, mais en tout cas qui est assez riche. Donc voilà. Et voilà, on a aussi une SGAR et un préfet qui sont très ouverts aussi sur le fait de pouvoir accompagner les territoires au sens large. Donc on serait ravis aussi d'avoir un projet porté par une collectivité dans ce dispositif demain, quoi. Voilà. On est d'accord. On confirme. C'est bien pour ça qu'on veut exclure personne, et que voilà l'intervention des services de l'État, évidemment, nous on travaille pour les services de l'État, donc c'est évidemment un critère important. Mais voilà, que vous arriviez aujourd'hui potentiellement dans ce dispositif sans partenaire de l'État n'est pour l'instant pas un frein du tout au fait que vous puissiez émarger à ce dispositif. Donc, je vous invite vraiment à contacter Rémi pour voilà avoir ce premier échange oral et puis décontracté, j'ai envie de dire, sans pression, pour pouvoir voilà présenter un peu où vous en êtes aujourd'hui, et puis voilà qu'on puisse voir comment on peut monter quelque chose qui corresponde à vos besoins et au dispositif aussi. Très bien. Alors, on reste joignable si vous avez des questions qui viennent après, évidemment, après la visio. On peut patienter quelques secondes si vous avez encore des questions qui arrivent. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci. Merci de votre présence. Et puis, on vous a remis, voilà, dans la conversation, moi, j'ai remis le lien de la démarche simplifiée, et puis le lien vers le site de la préfecture où vous retrouvez tous les éléments. On vous enverra, du coup, la présentation. Oui. Voilà. Et puis, écoutez, voilà, à votre disposition. On attend vos candidatures avec impatience. Et à votre disposition, voilà, si vous avez besoin encore d'informations ou d'échanger avec nous, on se rendra disponible. Merci à tous. Merci à Gaïdic pour le témoignage. Je ne sais pas si on nous entend. Qui a l'air débordé. Voilà. Et voilà, on reste disponible. Bonne journée à toutes et tous.
Bonne journée, Bonne journée. merci beaucoup.